bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Bonjour. Je voudrais dire un truc. Quoi? Avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Oui. Aujourd'hui, là. Je dis ça, puis après ça, on passe à autre chose. Je veux même pas que tu réagisses. OK. Quand vous entendez Gabriel Nadeau-Dubois faire des appels au boycott, rappelez-vous que ce gars-là, alors qu'il y avait des gestes de violence écœurants qui se produisaient en 2012, il refusait de les dénoncer. Rappelez-vous que ce gars-là, on parle pas de violence verbale, là. On parle de violence physique. Ce gars-là était un des leaders de la manif, refusait de dénoncer ces actes-là. Point final. Rappelez-vous ça. Moi, j'ai vécu le boycott du Parti libéral du Québec sous Philippe Couillard. Je suis pas mort, j'ai perdu ma job, mais je suis pas mort. Fait que, moi, le boycott, regarde. Qu'est-ce que tu me dis? D'abord, ce matin, je disais ça, là, puis je sais que toi, ça te touche pas, mais j'ai vu, tu sais, il y a les ovnis, là, des trucs que tu vois pas souvent, là, dans le ciel, mais j'ai vu un truc rare, puis j'aurais dû le prendre en photo. Pourquoi à chaque fois qu'il enlève un humain, les extraterrestres, la première chose qu'ils font, c'est rentrer quelque chose dans le cul? Ben, c'est comme une initiation au hockey. Il souhaite bienvenue. OK, il joue à Ligue junior major du hockey. C'est ça, il souhaite bienvenue. Okay. Tiens, bienvenue dans le club. on met une droite dans le cul. C'est le même, ça marche. J'ai vu... C'est une façon de dire bienvenue dans le club. Ben oui. Bienvenue dans la gang. C'est accueillant. C'est convivial. C'est ça, puis après, on t'invite à souper. Okay. J'ai vu un véhicule moteur. Un véhicule moteur. Il y avait un fanion du Canadien de Montréal dessus. Il y a quelqu'un qui se promène avec ça? Peut-être qu'il l'a oublié. Peut-être que... Je comprends pas. Non, mais c'est beau d'avoir des gens qui ont la foi. Ben ça, c'est la foi. Des gens qui ont l'espoir. Ça, c'est... Tim Horton devrait faire une publicité avec ça. Tu sais, il aime ça, les intégristes. Je pense... Le gars a la foi, il croit encore. Le danger... C'est beau de voir ça. Écoute, ce matin, je lisais les affaires, je me suis pris des notes, je me suis dit, je vais consulter mon ami Richard parce que lui, il comprend des choses. Moi, pas tant, mais lui, il comprend des choses, il explique des choses. Avec Mario Dumont, vous êtes les deux solides pour expliquer des choses. Mario explique des choses. Et toi, tu fais quoi? Finalement, à quoi tu sers? Je sais pas. Je me pose la question. Il y en a bien qui se posent la question. Le danger des algorithmes sur les jeunes qui leur offrent juste ce qu'ils aiment, ce qui les brusque pas, ce qui ne les contredisent pas. On a une génération qui a grandi avec des algorithmes. Alors, quand tu... Donc, ils sont jamais confrontés à quelque chose... à des gens qui pensent pas comme eux. Ouais. Ils sont devant des miroirs tout le temps. Je ramène les exemples de nos lectures des années 80, 70, 80, 90. Tu achetais un magazine, tu tombais sur un article que tu n'avais pas prévu lire, avec lequel tu n'étais pas d'accord, puis il te faisait avancer, il te faisait réfléchir, il pensait pas comme toi. Là, on a un système où tu as des algorithmes qui t'envoient que des articles qui t'intéressent en fonction de tes intérêts que tu as déjà... Dans la vraie vie, où là, tu es confronté au travail, par exemple, tu es entouré de gens qui ne pensent pas comme tu veux toi. L'effacer? Tu veux l'effacer? Tu dis, il est où le bouton? Je vais effacer ça. Parce que je suis capable de faire ça, moi, ces médias sociaux, d'effacer les gens qui pensent pas comme moi. Mais comment ça, je peux pas, dans la vraie vie, tous les jours? Je peux pas l'effacer. Fait que là, tu demandes, réécrivez les livres, réécrivez tous les livres des bibliothèques pour que lorsque j'ouvre un livre, jamais je serai confronté à quelque chose. À l'histoire, au passé, qui était pas parfait. Tu sais, brûler des bandes dessinées. Parce qu'il disait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord aujourd'hui. Parce que si on les lit, on va devenir nous-mêmes... T'imagines-toi vivre dans un monde où tout le monde pense comme toi, tout le monde a les mêmes intérêts que toi. C'est pas vrai? C'est pas ça? Non, c'est pas... Non. Je t'avais dit que j'avais une réflexion qui allait te faire grandir. Tu vois? Grâce à moi. Mais t'as vu, ils ont réécrit... C'est un texte que j'ai lu dans le Figaro qui vient d'être publié il y a 1 heure. Ils ont réécrit les textes de Agatha Christie. Agatha Christie, c'est un peu comme Tintin. Elle se promenait à travers le monde. Tu sais, les livres d'Agatha Christie, c'est dans les années 20, 1920, puis elle est en Égypte. À un moment donné, bon, là, évidemment... L'Empire britannique. Évidemment, c'était l'Empire britannique. Puis évidemment, des fois, la façon dont on décrivait les gens dans l'autre pays, c'est un petit peu comme Tintin. C'est stéréotypé. Donc, fait que là, ils ont réécrit les livres d'Agatha Christie pour qu'ils soient au goût du jour, mais ils n'ont pas été écrits la semaine passée. C'est une bonne affaire, parce que s'ils réécrivent le livre, donc ça ne s'est pas passé,
Donc, il n'y a pas eu de violence ou de pouvoir colonisateur ou d'empire. Tout ça n'existe plus. Si tu l'écris, si tu le réécris, donc ça s'est jamais arrivé. À moins qu'ils disent le salaud d'Hercule Poirot. À moins qu'ils ajoutent des trucs. Parce qu'il était belge, l'Empire belge, les Belgiques là, au Congo. Ouais. Le Congo belge, c'était épouvantable. Donc, il était belge, Hercule Poirot. Fait que j'imagine qu'ils ont ajouté 2-3 salauds là-dedans pour dire... J'espère. Non, mais c'est complètement débile, cette affaire-là, de vouloir gommer le fait. Hey, je suis en train de lire le dernier Bret Easton Ellis. Ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas écrit de roman. Ouais. Et là, il a écrit un roman qui s'appelle Les Éclats en français, de Shards en anglais. Et c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Bret Easton Ellis, qui a 17 ans, qui est en train d'écrire son premier roman qui s'intitule Less Than Zero. Ouais. Puis à l'école, il y a un nouveau qui arrive à l'école et il pense que c'est un tueur en série. Fait que ça mélange la vérité, la fiction, tout ça, c'est brillant. Drôle, ça. Et plein de références à la musique. Il se promène, puis il écoute du Duran Duran, il écoute du Phil Collins. C'est en 1981, ça se passe. Il parle... Il faisait ça dans American Psycho. American Psycho. Ah, oui. Il parle la fois où il est allé voir The Shining. Le Shining a commencé au cinéma, puis lui, il voulait voir la première représentation à 10 h le matin pour être le premier à voir Le Shining, puis qui était bien déçu. Fait que c'est plein de références sur la culture populaire des années 80. C'est un grand romancier, vraiment bon, là. Et sur les gens, tu sais, les gens, ils sont jeunes, ils sont riches, ils vivent tous à Beverly Hills, tout ça. Leurs parents sont jamais là parce qu'ils travaillent tout le temps, sont en tournage, etc. Les autres sont jeunes, ils conduisent la Mercedes de papa, ils prennent des lignes de coke, ils ont 16 ans, ils vont dans des bars parce qu'ils ont tous des fake ID, toute la gang. Et c'est vraiment l'univers de Bret Easton Ellis. De privilégiés blancs, donc. Exactement. D'accord. Justement, moi, j'ai regardé les 3 épisodes de la série sur Apocalypse Waco avec David Koresh la ville dans le rôle principal. Trump était là? Trump était là en fin de semaine et les liens qu'ils sont en train de faire. Puis là, il y a eu 4 agents du FBI qui sont morts, 82 morts dans la branch Davidians, dont 25 enfants. Dans la mythologie américaine des gens près de Trump, Waco, c'est à quel point le gouvernement fédéral était mauvais. Ils sont rentrés dans une grange où des gens avaient une religion, puis ont brûlé tout le monde, puis tout ça. Fait que là, tu es en train de me dire que c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ce qu'on comprend. Puis ça s'est passé en 93. Ça fait 30 ans. Et quand tu vois le documentaire, il y a des témoignages d'anciens Davidiens, d'anciens membres de ce secte-là. Il y a les témoignages des principaux acteurs du FBI qui expliquent leur stratégie, la réaction, les négociations. Il y a des extraits de négociations. Puis, c'est-tu le FBI qui a sacré le feu et qui les a tués? Puis, à un moment donné, il y avait des tanks pour le provoquer, pour qu'il sorte. Et là, tu vois le FBI. Là, c'est le soir. Là, 51 jours de siège. Le soir, les tanks arrivent. Ils commencent à arracher la devanture de l'immeuble. Mais le problème, c'est tu as accès à une prise de vue aérienne où tu vois qu'il y a des incendies qui éclatent aux 4 coins du campement. Là, mais c'est une grosse maison. Là. Et les quatre coins, puis un dans le milieu. C'est des incendies qui ont été plantés là, qui ont été lancés. Et le FBI dit, nous autres, on n'a lancé aucune grenade. Là. On n'a rien fait. On n'a pas brûlé quoi que ce soit. Donc, c'est Koresh. C'est Koresh et sa secte qui aurait sacré le feu. Un peu comme la gang en Guyane, là, qui s'était tout empoisonné. Tout empoisonné. Jim Jones. Jim Jones. C'est vraiment fascinant. Et que Trump aille là pour protester contre... As-tu vu la photo de Trump avec un bat de baseball sur le New York Post? Et là, devant lui, il a mis ça sur son réseau, Truth quelque chose. Il a mis ça sur le réseau. Il est là avec son bat de baseball, puis il fait une gueule comme s'il allait frapper. Il a 76 ans, de bonhomme, là. Il est ridicule. Et t'as la tête d'Alvin Bragg, le procureur de Manhattan, qui le poursuit. Puis là, lui, il parle de violence. Trump, là, parle de violence. Fait que s'il se fait arrêter, ça va péter. Puis s'il se fait pas arrêter, ça va péter. Je te garantis que ça va péter.
d'une façon ou d'une autre, là, il a mis la table là, pour mettre le feu. C'est vraiment troublant. C'est pathétique avec ces effets de toge là, en disant regardez comment je suis viril, comment je suis tough, comment je suis macho, comment je suis un masculin. Il attache sa ceinture en dessous des bras. Tu sais, come on. Il a de la misère à jouer au golf, puis se pencher pour ramasser la balle. Puis il joue au matamar, puis il joue au tough. Le tough, puis ça. Puis là, ça lui prend 1 heure pour se coiffer, puis ça fait une là, Waco, il y a des gens qui disent pourquoi il y a eu ce siège-là. C'est parce qu'il y avait des enfants dans cette secte-là, puis on avait peur que les enfants soient agressés. C'est ça, entre autres. Le journal local avait dit qu'il y a des polygamies et agressions sexuelles sur des mineurs. Et là, le FBI est intervenu. Et quand le FBI est intervenu, il était archi-armé, c'était au Texas, puis ils ont tué 4 agents du FBI. Puis là, le siège a commencé. C'est sur Netflix. J'ai failli plugger Netflix, mais ces 3 épisodes-là, c'est fascinant à suivre. Puis c'est vraiment... Tu sais, il y a des reportages sur Netflix tu sais, sur Pornhub, ça faisait dur. C'était vraiment mauvais. Tout croche. Ouais. Mais là, c'est solide. Là, il y a une structure narrative qui te permet de comprendre toutes les négociations aussi. Mais surtout, il y a 2 anciens membres de la secte qui prennent la parole et qui défendent encore la secte. Mais faut-tu être débile comme ancien président de faire ta conférence de presse signalant ton retour là? Ben non, c'est sa clientèle. Là? C'est sa clientèle. Puis ils sont là, puis ils disent on va prendre les armes, puis on va se défendre. Si Trump est arrêté, on va prendre les armes. Puis si Trump est pas arrêté... autres se voient comme David Koresh, là, veut dire assiégé par le gouvernement fédéral, des rebelles. Puis... Et l'affaire la plus fascinante, ça a pété le 19 avril 1993. 2 ans plus tard, tu te souviens ce qui s'est passé en 95, Oklahoma City? 168 morts, 700 blessés. Timothy McVeigh qui avait fait sauter. Et Dan Schott était à Waco pendant le siège. Avec eux autres? Non, il était en périphérie. Il surveillait ce qui se passait, mais il était présent. Fait que quand tu vois des événements comme ça, là, c'est pas vrai que c'est des cas isolés. Ça tu sais, les tourmentés regardent ça, puis ils disent, moi aussi, je vais passer à l'acte. C'était des coucous, des illuminés. Fait que l'autre t'attend, il s'en va là, puis il s'associe à cette gang-là en disant, c'était des victimes du gouvernement central, mais c'était des illuminés. C'était des coucous. Tout ça pour 3 minutes de sexe avec Stormy Daniels. Puis elle l'appelle comment? Tiny Trump. Tiny Trump. Tiny Trump. Bon, fait que c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui. C'est tout? Ouais, c'est assez. C'est pas mal. Garde-en pour demain. Elle est belle, c'est le retour du corps de roi? Du corps de roi? Moi, là, regarde bien le concept. Il me semble le corps de roi. Moi, je suis rien te dire, il me semble que c'est l'automne. Non, mais le corps de roi. Non, c'est le printemps aussi. Mais là, moi je bouge jamais. OK? J'ai 61 ans, là. Ça fait 48 ans. Depuis que j'ai 13 ans, là, je m'habille comme je veux. Parce que j'ai dit à ma mère, là, c'est assez. Elle m'avait mis un pantalon blanc, rayé bleu et rouge. Je dis, asti, plus jamais. Fait que, et à chaque 20 ans, je tombe à la mode. Moi, je bouge pas. La mode bouge. Mais moi, je bouge pas. Mais une fois de temps en temps, je deviens à mode. Là, j'en profite. C'est quoi? Une horloge brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. C'est moi, ça. Tu vois? Je suis ton horloge brisée. Merci, Richard. Salut, à demain. Écoutez Richard Martineau avec